Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dette durant l'Ancien Régime. Dès le XVIIIe siècle, l'endettement de l'État grève la vie du pays et révèle les inégalités de la société d'ordre. Cette dette a-t-elle contribué à l'effondrement de la monarchie absolue? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Les impôts ou la banqueroute. L'auteur de la lettre à un créancier de l'État publié en 1787 à Londres résume ainsi l'alternative à laquelle la France semble être acculée. Inquiet de l'avenir de son royaume, il évoque ensuite amèrement la manière dont l'Angleterre, elle aussi en forte difficulté, semble pourtant de son côté échapper au pire. Soutenant une dette nationale plus forte, répartie sur une population 2 fois moins nombreuse. Les Anglais auraient en effet trouvé le secret, avec un sol moins fertile et des ressources moins variées, d'acquitter annuellement une partie de leur dette. Même s'il est exagéré, ce parallèle peu flatteur révèle une réalité. À la fin du XVIIIe siècle, la dette est devenue le poison de l'État français, hantant les ministres et nourrissant la contestation du régime. En 1788, la dette représente quelques 4 milliards de livres, soit environ 80% de la richesse du royaume de France. Sa résorption obsède les contrôleurs généraux des finances depuis les années 1770. En effet, si tout s'est accéléré au début des années 1780, le mal vient de plus loin, comme ce qui s'est passé à la fin du règne de Louis XIV. Les guerres ont considérablement creusé le trésor royal. Mais elles sont bien plus onéreuses qu'au XVIIe siècle. Le monde des Européens s'est dilaté et leurs empires s'étendent désormais de l'Inde à l'Amérique, demandant d'entretenir des troupes dans des territoires très éloignés, mais aussi d'armer des dispendieuses marines de guerre. Désormais, la puissance passe clairement par la maîtrise des mers. C'est durant la guerre de 7 ans, 1756-1763, que cette nouvelle donne éclate au grand jour. Première à être menée de front sur presque tous les continents, elle laisse les États européens totalement exsangues. L'Angleterre se résout à signer la paix pour éviter de creuser encore les dépenses avant de mener des sévères réformes fiscales qui, à peine plus tard, lanceront les colonies d'Amérique dans la Révolution. Mais la France est plus profondément touchée. L'intervention dans la guerre d'indépendance américaine 1775-1782 ne fera qu'aggraver le déséquilibre des finances, d'autant que jamais le royaume ne tirera les bénéfices commerciaux escomptés en récompense de son soutien aux insurgés. Si elle affaiblit l'Angleterre, la guerre coûte 1 milliard de plus, sans véritable contrepartie, pendant plus de 20 ans, de 1763-1787. Et sous l'impulsion de ceux que l'on appelle les physiocrates, les tentatives de réforme se succèdent à marche forcée, se heurtant aux résistances des élites privilégiées, arc-bouquées sur les exemptions fiscales, mais aussi au blocage des parlements, opposés à toute nouvelle levée autoritaire. Et enfin, l'opposition des classes populaires qui supportent l'essentiel de l'effort financier. Nommé contrôleur général des finances en 1774, Anne Robert Jacques Turgot, 1727-1781, souhaite résorber la dette publique. Influencé par les théories physiocratiques, il pense qu'il faut libérer la production agricole et le commerce de leurs entraves administratives. Cette relance libérale s'accompagne d'une politique de rigueur visant à réduire les dépenses de la couronne, opaque et contraire à l'intérêt public. Surtout, il tente une nouvelle politique fiscale reposant un peu plus sur la richesse que sur le statut social. Concentrant toutes les critiques, il doit démissionner en 1776. Souvent cité comme la principale cause de la probable banqueroute de l'État, les guerres ne révèlent pourtant que le blocage du système politique, financier et budgétaire de la monarchie absolue, bien plus complexe, rigide et contradictoire que celui de son voisin d'outre-Manche. Structurellement, le budget courant ne permet pas de résorber la dette, alors que les recettes annuelles du Royaume de France ne dépassent pas 500 millions. Les dépenses ordinaires s'envolent à 630 millions de livres au tournoi. D'où vient ce déficit? De la guerre, donc, mais pas seulement, car celle-ci n'occasionne que des dépenses extraordinaires. Le déficit vient de la somme des emprunts contractés par l'État depuis des années, à partir des années 1760 exactement. Or, le Royaume de France doit payer des taux d'intérêt presque 2 fois supérieurs à celui de sa rivale l'Angleterre. La cherté du crédit accordé à la France peut surprendre. N'est-elle pas alors la première puissance fiscale en Europe? Les revenus de l'impôt n'excèdent-ils pas d'un tiers ceux de l'Angleterre? D'autre part,
Les prêteurs étrangers n'ignorent pas qu'en France, la concentration des recettes fiscales dans les mains des officiers appelés receveurs et fermiers généraux chargés de lever les impôts garantit l'efficacité de la gestion du trésor. Au XVIIIe siècle, alors que l'État royal échoue à plusieurs reprises à inventer de nouvelles institutions de crédit pour échapper aux prêteurs étrangers, la banqueroute de John Law en 1720 en est l'épisode le plus spectaculaire. Ce sont ces officiers qui traitent avec les banquiers. Grâce à cette association, la création d'une caisse d'escompte en 1776 dont le capital est financé par souscription doit permettre de racheter les emprunts publics et de faire baisser leur taux d'intérêt. Mais le rachat à lui seul coûte cher et le Trésor lui-même souscripteur s'endette encore. Malgré plusieurs réformes et un début de succès, cette quête d'escompte se fera liquider en 1793. Au-delà de la guerre, l'impasse financière est liée au blocage de la société d'ordre. Incapable de réformer un système d'imposition, pas nécessairement plus lourd, mais plus hétéroclite, cloisonné et mal accepté par ceux des voisins européens. Le roi ne parvient pas à augmenter les recettes de l'État, ni à rassurer les prêteurs, ce qui par contre-coup continue d'alimenter le haut niveau des taux d'intérêt. Pour réussir, il aurait fallu sans doute du temps. Il aurait aussi fallu pouvoir rassurer en communiquant publiquement la réalité des finances du pays. Il aurait enfin fallu pouvoir associer à ces réformes une part plus importante de la nation. Or cela, le fonctionnement du Royaume de France ne le permet pas. Alors qu'en Angleterre, le Parlement joue un rôle actif dans la surveillance et la publicité des finances publiques, les comptes de la nation demeurent opaques en France, faisant l'objet de 1000 rumeurs inspirant de fausses informations que les opposants à Louis XVI utilisent comme autant d'armes pour discréditer politiquement cette fois le régime. En 1781, lorsque Necker fait paraître illégalement les comptes de l'État dans son compte-rendu au roi, il provoque un scandale qui lui coûtera sa place. Publié pour rassurer les investisseurs sur le caractère exceptionnel des dépenses liées à la guerre d'indépendance américaine, l'ouvrage dévoile maladroitement la longue liste des nobles touchant des pensions du roi, grevant ainsi le budget de l'État et aussitôt dénoncé comme de véritables parasites. 6 ans plus tard, en 1787, en partie convoquée pour résoudre le problème de la dette, l'Assemblée des notables 1787-1788 se heurte au front des privilégiés qui refusent de contribuer à l'effort fiscal. En mai 1789, dans un contexte de rumeurs contradictoires sur l'ampleur réelle de la dette, c'est sous la menace d'une banqueroute imminente que sont réunis les députés des 3 ordres. Aux États généraux, seule assemblée habilitée à voter une ample réforme fiscale. Cette urgence, les élus du tiers-État vont la renverser à leur profit, refusant de délibérer dans le cadre de l'ancien régime. Ils provoquent en quelques semaines la chute d'une monarchie aux abois. Ajouté à la guerre et à la guerre civile qui accompagneront les décennies révolutionnaires des années 1790, l'effondrement et la désorganisation de l'État n'arrangeront ensuite rien à la dette publique. Mais la révolution posera les bases d'un contrôle parlementaire, d'une publicité et d'une plus grande transparence des finances publiques, de même qu'elle mettra fin au système fiscal de l'ancien régime fondé sur le privilège. Comme on l'a vu, à la fin du XVIIIe siècle, la dette est devenue le poison de l'État français, hantant les ministres et nourrissant la contestation du régime absolu. En 1788, la dette représente quelques 4 milliards de livres, soit environ 80% de la richesse du Royaume de France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.